On y va? Éteignez-moi un peu la lumière. Ambiance. Il me faut un écho pour le début. La chanson, elle veut ça. On fait des rencontres dans l'existence, vous savez, qui quelquefois changent le cours de votre vie. Et souvent, c'est l'amour, bien sûr, mais c'est aussi l'amitié. Je pense que l'amitié, c'est d'aimer les autres. C'est quand on sent qu'on a une espèce d'attirance vers un être et que cet être répond à cette attirance. Ce soir, vous êtes là. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Moi, je suis amoureux de mes amis, je suis amoureux de mes femmes, je suis amoureux de la musique. Mais d'un amour profond, réel, je veux dire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Nous pensions avoir vu toutes les images de ces grandes personnalités. Celles de Georges Brassens, de Serge Gainsbourg, de Lynn Renaud, de Jean Ferrat ou encore d'Eddie Barclay. Mais certaines d'entre elles n'avaient jamais été dévoilées. Des films de famille, des photos intimes, des enregistrements sonores, des documents privés que nous vous révélerons ce soir. Grâce à ces pépites, nous allons vous raconter des histoires d'amitié fortes et surprenantes, des fêtes, des retrouvailles, des moments émouvants et drôles. Voici ce soir, Archives secrètes, les copains d'abord. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors. Derrière cette archive devenue culte, il y a l'histoire d'une bande de copains, celle de Georges Brassens et de ses amis artistes. Au milieu des années 70, ils sont tous des grands noms du spectacle et se connaissent depuis plus de 20 ans. Parmi eux, l'acteur Lino Ventura et la grande voix des compagnons de la chanson, Fred Mella, qui ce soir-là en coulisses, prend la parole devant l'humoriste Raymond DeVos. Mon père, pour faire son malin, dit « Moi, quand on me demande ce que je fais dans la vie, comme métier, je fais copain de Brassens. » Et tout le monde de rire. Et puis l'émission commence. Raymond DeVos prend le créneau comme un fou et dit « Et vous savez que moi, lorsqu'on me demande quel métier je fais, je dis je suis le copain de Brassens. » Tout le monde de rigoler. Mon père un peu interloqué. Et mon père a dit bon, de toute façon, raconté par Raymond, c'est toujours mieux. Ça a plus d'allure, quoi. Des amis, il doit en avoir. Tu les connais pas tous, hein. Non. Malheureusement. Il y a une magie de Brassens. Oui, c'est vrai, une magie de Brassens. Et vous êtes venu pour me faire ma fête. Et ça commence, et ça commence. Il y a aussi, enfin, à propos de magie, on reviendra à la magie, mais il faudrait quand magie, même que je cite quand même une phrase, parce que Georges a beaucoup d'humour et il tient beaucoup à ce qu'on le dise. Ah c'est bon? vrai. Il dit, je suis un des rares chanteurs qui ait de l'humour. Et c'est un peu vrai, il faut dire la J'ai vérité. pas dit ça, j'ai dit que j'étais un des seuls chanteurs rigolos. Ah, c'est vrai, oui, oui, oui. Pas employer le mot humour parce que c'est un mot qu'on manie un peu trop facilement. C'est vrai, c'est vrai. Pour débuter cette histoire et comprendre l'esprit de cette bande, voici des images totalement inédites de Georges Brassens que nous avons retrouvées. Ce sont des séquences secrètes qui le montrent avec ses amis artistes. Pour composer et y recevoir ses proches, le chanteur a acheté, dans les années 60, le Moulin de la Bonde, à Crépierre, à 40 km de la capitale. Fred Mella est un habitué des lieux. Il est si proche que Brassens l'autorise à le filmer dans son quotidien le plus intime. Pendant des années, il a ainsi immortalisé cette amitié exceptionnelle qui les unissait. Pour mon père, c'était le summum de l'amitié. C'est vraiment, il avait une adoration totale pour Georges. Pour pas aimer Georges, fallait être compliqué, quoi. Et mon père était pas un type compliqué, qui avait en plus un véritable goût de l'amitié.
Et puis, je pense, quand Georges est rentré dans votre vie, il y a des gens comme ça, ils sont rentrés dans votre vie, ils n'en sortiront plus. La complicité entre les deux hommes touche aussi les femmes de leur vie, que l'on découvre ici à l'image. En robe bleue, Pübchen, la compagne de Georges, et Suzanne, l'épouse de Fred. Entre les deux artistes, devenus amis dans les années 50, il y a la même sincérité et le même amour de la chanson. La mer est en bleu entre deux rochers bruns. Je l'aurais aimé en orange, ou même un arc-en-ciel comme les embruns étranges. Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde. Le soleil devant, la rose et vent, le sens autour de ma ronde, et l'eau d'une larme et tout l'océan qui gronde. Dès que leur carrière leur laisse un peu de répit, Georges Brassens aime réunir ses copains artistes chaque week-end dans cette grande maison. Ce dimanche de Pâques-là, les gars étaient venus, donc voilà Raymond DeVos. Il y a Charles derrière, il y a Aznavour. Et là c'est papa qui arme sa caméra d'ailleurs, parce qu'il va prendre la photo. Donc c'est maman qui filme. Il y a Bobby Lapointe dans un coin. C'est pas le plus mauvais casting de la région, hein. Il y avait des soirées de taillage de costard, du métier entier, que ce soit le cinoche, la chanson, ceci, cela. Ça y allait, et comme ils étaient quand même assez spirituels, c'était infernal. C'était d'une drôlerie. Raymond est plié en deux, quoi. Et vous voyez quand même cette espèce de sourire des gars et tout ça. Ils se marrent à être ensemble. C'était des potes, c'est des gars qui se connaissent quand même depuis les années 40 ou 50. C'était une colonie de gamins, quoi. Ce lien entre Georges Brassens et Raymond DeVos remonte à leur rencontre lors d'une audition dans un cabaret de Montmartre. C'est une chance inouïe d'avoir pour ami Georges Brassens. Il était tellement ouvert, généreux, j'allais presque dire vulnérable. Il était tout en sensibilité, cet ours, soi-disant. Raymond chopait un sujet dans la conversation pour l'amener vers un sketch qu'il était en train de préparer et pour l'essayer sur nous. Ce qui est franchement pas désagréable. Je veux dire, à table, vous avez un spectacle de Raymond DeVos, 20 minutes de lumineuse, tout refroidissait dans l'assiette, on était morts de rire, on avait des larmes. C'était une magie. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de rien. Et de rien, car rien, c'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Il y avait donc les sketchs de DeVos, mais aussi les blagues potages de Brassens, qui aimait jouer devant ses amis avec son perroquet gris du Gabon, le facétieux Jaco. De tout cela, Fred Mella ne ratait rien avec sa petite caméra. Là, son perroquet, un jour, il était dans la cuisine. Kikou, le siamois, arrivait et le siamois allait ressortir. Et chaque fois, le perroquet faisait « Kikou, Kikou !» et le chat revenait. Et le perroquet s'amusait à faire ça, mais il était mort de rire. Il avait cette espèce de petit saut comme ça, des perroquets quand ils sont contents. C'était un régal, quoi. Et ça pique un perroquet, hein, ça peut faire mal, hein. Parmi les habitués de cette bande, un homme tient une place particulière dans le cœur de Georges Brassens, c'est Bobby Lapointe. Je suis tombé un peu amoureux de Bobby, parce que Bobby, c'était un dingue, il faut bien le dire. Il était complètement dingue.
Mais c'était ce côté qu'il avait de très attachant. Son goût de l'absurde nous rapprochait quand même, parce que moi je l'ai aussi, je le montre moins dans les chansons que lui ne le fait, mais je l'ai dans la vie, ça. Puis, disons-le, il aimait se marrer, Bobby et moi aussi. Alors on ne pouvait pas ne pas fraterniser. On était fait pour se rencontrer, quoi. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat pour le bras. Mais chez mon pâtissier, il n'y en a plus, c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert. Le camembert c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour. À ce propos, revenons à nos moutons. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Face à la caméra de Fred Mella, on retrouve cette fois Georges Brassens, version jardinier, qui amuse la galerie. Georges faisant le rigolo avec sa tondeuse. Voilà Pipchen, la compagne de Georges. T'es beau, Georges, hein? T'es un beau gars. Et quand le chanteur ne poursuit pas ses amis avec son tracteur, il leur fait tester une drôle d'invention. Ça, c'est le fameux vélo d'entraînement. Georges avait un très très beau trapèze parce que c'est un type qui avait comme beaucoup de grands, il avait les hanches minces, mais il avait les épaules de gorille et donc il était bâti Schwarzenegger, quoi. Oh, mon père à vélo. Papa, il avait les pattes courtes, donc si jamais la selle était montée un peu haut, c'était compliqué. Et voilà notre beau Bobby aussi. Alors justement, l'amitié, qu'est-ce que c'est exactement pour vous? Je pense que l'amitié, c'est d'aimer les autres, ceux qu'on a, parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde, on est obligé de se limiter. C'est d'aimer ceux qui sont autour de soi. Je pense que l'amitié, c'est quand on sent qu'on a une espèce d'attirance vers un être et que cet être répond à cette attirance. Je pense qu'il faut essayer de l'aimer et de le supporter tel qu'il est, sans restriction, et en dépit de tout, contre vents et marées, et de se faire supporter par lui. Georges Brassens, vous avez vos amis autour de vous? J'en suis ravi. Lino Ventura, votre cuisinier. Je suis d'avoir les... Oui, Lino, c'est mon cuisinier. C'est lui qui me fait des pâtes de temps en temps. Mais lui, vous le raconterez mieux que moi. Enfin, il s'amène des fois chez moi pour me faire des pâtes. Hein, parce qu'il a essayé, il voulait faire avec moi un concours de pâtes, à savoir celui qui mangerait le plus de pâtes. Et en réalité, je gagne toujours. La grande bouffe, c'est... Ah oui, il faut tout amener chez lui. Ou sinon, c'est la boîte de conserve. Genre, c'est ça. Alors, je suis son cuisinier personnel, c'est vrai. Enfin, je peux vous dire qu'il se tient mieux à table qu'à cheval, c'est tout ce que je peux dire. Cette histoire de pâtes entre l'ami des grandes bouffes, Lino Ventura, et Georges Brassens est un sujet de tendre moquerie qui a duré des années. Les deux hommes se chamaillaient et Fred Mella avait toujours son appareil photo à portée de main. Un soir, ils sont tous les deux à la maison en mangeant les fameuses pâtes de Lino, quand même, c'est assez légendaire. Et Georges fait « ouais, c'est bon ». Lino, il était assez susceptible et très 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 sensible à sa réputation de cuistot. Tout d'un coup, Lino fait t'es un plouc, t'es un paysan, tu sais pas ce qui est bon. Et c'était comme ça des joutes oratoires, parce que Lino, il était assez sanguin. Alors l'autre, là, il s'amusait bien. Il le roulait dans la farine. Ça marchait, quoi. Et on était évidemment tous morts de rire. Et cette farce sera même captée par une équipe de télévision en marge d'un concert de Brassens à Montpellier. Oh, je le savais que tu viendrais. Salut Lino, ça va? Et toi?
On a pensé à toi à midi à cause des pâtes. On a dit, dis non, on me les fait comme ça, pas très cuites. Un jour, je lui téléphone à Crépierre, il me dit, tu viens et tu me fais les pâtes. Je dis, d'accord, je te fais les pâtes. Et j'avais préparé la sauce à la maison. J'ai rempli la soupière. Tu m'entends? J'ai rempli la soupière. Et je l'ai mis au milieu de la table. Il arrive, tout de suite, le premier mot. Ah, merde! Il n'y en a pas assez, il n'y a que ça, patati, patata. Il n'avait pas vu la soupière. Il s'assoit, il voit la soupière. Alors il dit rien, il fait... Écoute, si je meurs, c'est pas vrai. Il s'est fait la soupière. Tu sais, il n'y avait plus rien. Plains-toi, plains-toi. Oh. Tu envoies des mecs comme moi qui font honneur à tes plats. Lorsqu'ils ne sont pas en tournée, Brassens et ses potes peuvent aussi se retrouver chez Fred Mella, dans sa maison à Goupillières. Ce soir-là, la bande est une nouvelle fois réunie pour fêter Noël. C'est encore le compagnon de la chanson qui fixe sur la pellicule ces retrouvailles qui n'ont jamais été diffusées. C'est des vidéos d'intimité. C'est pour ça d'ailleurs que papa les avait pas sorties ailleurs et qu'elles n'étaient pas sorties. C'est du plaisir de le voir et puis voilà. Quand il arrivait à la maison, tous les animaux venaient, systématiquement. Là, il a chopé le chat, il l'a léché comme une mère chatte fait un chat. C'était un véritable ami des animaux. Il avait un rapport fusionnel physique avec eux. Georges fume un cigare, ce qu'il ne fumait pas souvent, parce qu'il était coquet et ça lui jaunissait les moustaches. Donc du fait de ça, Georges fumait plus souvent la pipe que le cigare, mais il aimait bien le fumer par-ci par-là, et comme papa avait de bons cigares, Charles se mettait au piano, ou Georges, et les gars chantaient des chansons de Mireille Hénoin, de Trenet, de Ray Ventura, sur un piano que mon père faisait pas très souvent accorder d'ailleurs. Et il arrive que ces bœufs improvisés entre copains inspirent des idées pour des duos à la télévision. Voilà, j'ai pensé que tu as une mémoire... On se serre pas la main parce qu'on s'est déjà vu. Non, j'ai déjà vu, ce serait vraiment ridicule. Non, mais je pense que tu as une mémoire fantastique pour les chansons d'avant, en fait. Que... Toutes les chansons excepté les miennes. Hein. Oui, bah c'est la même chose pour moi. Même C'est les toutes tiennes. chansons excepté les miennes. Moi, je connais les tiennes. Toi, tu connais les miennes peut-être, j'en sais rien. Mais en fait, le truc, c'est qu'on a une sorte de mémoire. On ne connaît pas exactement les mêmes entièrement. Entièrement non, mais de temps en temps, je te rappelle un mot, tu m'en rappelles un autre. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait se chanter ensemble quelques chansons qu'on aime bien, qui sont bien écrites. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire. Pour accueillir quelque temps les amours débutants, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se disant des choses pathétiques. Une petite gueule bien sympathique. L'amitié me sert à écrire toutes mes chansons. Mais les premières chansons, je les ai écrites pour mon plaisir et pour celui de mes amis. Et je continue à écrire des chansons pour des amis. Le noyau d'amis est un peu plus gros qu'avant, un peu plus grand. C'est toujours seul que Brassens écrit et compose ses chansons, mais il a pris pour habitude de confier à ses amis des cassettes sur lesquelles il s'enregistre. C'est l'une d'entre elles que nous avons retrouvée. Tendez l'oreille, c'est un document rare, une séance de travail pour mettre au point un titre phare, Les copains d'abord. Je titre toujours aussi faux. Il est vrai que je ne chante pas tellement juste. Franck, puis
capitaines et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord, des copains d'abord. J'écris la guitare à la main quand j'ai fait les paroles, ou au piano, et je cherche. Et je scande le vers. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart. C'était elle qui montrait le nord. Merde! C'était elle qui montrait le nord. Na, 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 na. Les essais sont multiples. Georges Brassens est un perfectionniste. Il n'en finit pas de chercher la bonne mélodie, celle qui portera le mieux ce texte sur l'amitié. Je fais 7 ou 8 musiques par chanson. Je n'en fais pas qu'une. Et c'est celle qui tient le coup le plus longtemps que je garde. Je veux dire celle qui, après avoir été répétée 100 fois, me plaît encore ou ne me déplaît pas encore trop. Avant de devenir le tube que nous connaissons tous, ce titre a une histoire. Il est en fait une commande, une chanson demandée par le réalisateur Yves Robert pour son film « Les copains ». Je lui ai donné le scénario à lire à Georges, qui est un vieil ami, j'ose dire un vieux copain, parce que ça me paraît plus tendre. Tout ce qu'il fait me touche tellement que c'était une grave épreuve pour moi d'apporter le scénario en lui disant « écris-moi une chanson sur le film, sur le scénario et sur le roman de Jules Romain ». Et puis il a accepté, il l'a fait. Alors on le présente souvent comme un ours. Hein. Moi, pas du tout. Pourquoi un ours n'aime pas qu'on l'ennuie. Alors. Le 24 octobre 1964, Georges Brassens entre donc au studio DMS en banlieue parisienne pour enregistrer Les copains d'abord. Il fera 10 prises de voix. C'est la 8e qui sera finalement conservée pour le film, mais Yves Robert trouve la chanson légèrement trop lente. Alors, il décide de l'accélérer au mixage pour donner le résultat qu'on connaît. Ces fluctuates nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. Et dans cette bande de copains, il y a un homme dont Brassens ne peut se passer. L'écrivain et scénariste René Fallet, auteur entre autres du Triporteur, de Paris au mois d'août et de La soupe aux choux. Il est son âme sœur depuis des années, le copain qui le rassure. Son épouse Agathe Fallet n'a rien oublié de leur complicité. Georges le connaissait comme écrivain, il avait lu son premier roman. Et René avait quand même une belle plume, susceptible de plaire à Brassens. Les deux amis ont même signé un pacte ultime, conservé par Agathe Fallet. Il est entendu entre René Fallet et moi-même qu'à la mort de l'un ou de l'autre, le survivant se refusera catégoriquement, et quelles que puissent être les sommes proposées, de parler en public du cher disparu. Ce Brassens intime, bon camarade, loin de l'image de l'ours qu'il pouvait parfois se donner, Agathe Fallet l'a elle aussi bien connue. Armée de son Rolleiflex, elle a pris de nombreuses photos de ces moments passés avec Georges. Et elle a accepté pour nous d'ouvrir exceptionnellement ces grands registres de notaires dans lesquels elle conserve ses précieux clichés. C'est là que je range tous mes trésors. Oh, j'adore cette photo. D'ailleurs, elle est agrandie et elle est dans ma cuisine. Comme ça, je la regarde tous les jours. J'avais toujours une jupe plissée que j'avais à l'école. Moi, j'ose pas le regarder, forcément. Si je l'avais regardé, ça aurait été une photo d'amour. Non, mais j'adore cette photo.
Le couple Fallet passe très régulièrement du temps chez Georges. Des moments de franche camaraderie captés par un ami belge du chanteur et révélés par ces images rares. René l'appelait le gros. Nous, il nous appelait les boulingrins. C'est parce que ce sont des personnages qui passaient leur temps à se crêper le chignon. J'ai adoré les périodes où nous avons vécu à Crépierre. C'est un très très beau souvenir. Georges il avait l'air léger. Il était extrêmement séduisant, mais il ne faisait rien pour être séduisant. Donc, il ne séduisait pas tellement les filles, mais les hommes étaient certainement plus sous le charme encore que ne pouvaient l'être les filles. Brassens, c'est le directeur de conscience de ses amis. Un homme de bon conseil. Il me dit toujours, écoute le vieil indien, le vieux sage et tu ne feras jamais de bêtises. Un jour, il m'arrive un déboire sentimental, ce qui peut survenir même aux plus grands séducteurs. Et je cours pleurer dans le gilet de Georges, parce que le gilet d'un ami, c'est fait pour pleurer. Et il me dit, avec les femmes, il faut être un gentleman. Et alors, non, c'est pas un grief envers Georges, on n'avait pas eu de chance, quoi. Celle-là, elle n'aimait pas du tout les égards, elle n'aimait que les rustres. Elle m'a foutu à la porte. Et c'est un peu grâce à Georges que depuis, j'ai le cœur en lambeaux, quoi. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rentre et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. René avait sans doute un statut un peu privilégié parce qu'il avait un sens critique qui comptait beaucoup pour Georges. Il a eu besoin vraiment de René pour ses chansons. Même s'il s'en défendait, en disant que c'est justement parce qu'il ne connaissait rien qu'il le consultait. La preuve de ce lien, Agathe Fallet l'a conservé dans ses classeurs. Voici ce télégramme original envoyé par le secrétaire particulier du chanteur. Georges a un conseil très important à te demander pour les chansons. Peux-tu lui rendre le service de venir 2 ou 3 jours à Crépierre assez rapidement? Téléphone-nous, amitié, Pierre. Ça, j'adore cette série de photos où Georges fait semblant d'être mort et René prie sur son cadavre. En fait, il parlait beaucoup de la mort. En 1971, c'est un déchirement que vit Georges Brassens, alors âgé de 50 ans. Il est contraint de quitter son moulin, ce lieu qui, vous venez de le voir, a abrité tant de souvenirs et de moments heureux avec ses amis. Il y a un fermier qui a vendu le terrain voisin à des promoteurs. Et donc, Georges s'est retrouvé avec 500 baraques près de chez lui, quoi. Il disait, comme je me lève à 4 h du matin, je passerai ma tondeuse le matin pour les emmerder. Il ne l'a pas fait parce qu'il était profondément bien élevé malgré tout. Le chanteur finit par s'installer en Bretagne. Il y achète à Lézardrieux la villa Kerflandry. Il est ici beaucoup plus difficile pour lui
de retrouver sa bande de copains. Dès son premier été, Georges envoie une invitation à son fidèle ami Fred Mella. C'est son fils, Michel, qui nous lit ces mots. Lézardrieux, 24 août 71. Chers amis, nous nous réjouissons de vous voir bientôt. Si vous le pouvez, venez coucher ici. Vous ne serez guère mieux qu'à l'hôtel, mais nous vous aurons et vous nous aurez. Au cas où ce serait impossible, ne vous tracassez pas. Cependant, nous espérons que vous aurez le loisir de le faire. En attendant, Pübchen et moi, ainsi que les Battista, nous vous embrassons. Brassens. Et ici encore, Fred Mella confie son appareil photo à son épouse et laisse tourner sa petite caméra. Ces images émouvantes sont diffusées ce soir pour la première fois. Là, le chevelu, c'est moi. Il y a des gens comme ça, ils sont rentrés dans votre vie, ils n'en sortiront plus. La personne a marqué, la personne a laissé une empreinte. Brassens disait toujours « Toute fréquentation qui n'élève pas abaisse ». Et ça, je m'en suis toujours servi toute ma vie. C'est fou de quelqu'un qui vous apprend à vivre comme ça. S'il est une personnalité pour qui l'amitié est une valeur essentielle, c'est bien Line Renaud. Pour elle, les liens dépassent même les simples relations entre copains. La comédienne et chanteuse a toujours rêvé de fonder une famille, comme elle le révélait dans une interview Confession en 1975. Vous auriez aimé avoir des enfants? Oui. Ça, c'est... ça, c'est la chose qui me manque. Vous n'avez pas cherché à en adopter? J'y pense. Mais il y a un problème là aussi. C'est que je me connais, un enfant, je vais vouloir l'élever. Et... On peut vous laisser aller, hein. Je vais vouloir l'élever, puis je vais plus faire mon métier. J'aurais pas bien fait mon métier. Je pense encore une fois que c'était la fatalité. Si j'avais eu un enfant, j'aurais certainement pas fait ma carrière, parce que je sais que je me serais consacrée complètement à mon enfant. Alors le fait, c'était la fatalité. Fallait pas que j'ai d'enfant, voilà. Maintenant, j'y pense. J'en adopterai un ou deux. Cette douleur de ne pas être mère, Line Renaud l'évoque pour la première fois à la télévision à l'âge de 47 ans. La question de l'adoption reviendra des années plus tard, mais d'une manière particulière. Elle se choisira 2 filles de cœur. Et c'est cet album de famille que nous allons ouvrir ce soir, avec des documents dévoilés pour la première fois. Vous allez découvrir le lien filial que la chanteuse et comédienne entretient avec Claude Chirac, mais également avec Muriel Robin. Le 2 juillet 1986, Line Renaud fête ses 58 ans, chez elle, dans sa propriété de La Jonchère, sur les hauteurs de Rueil-Malmaison. Pour l'occasion, les vedettes du spectacle, de la télévision sont réunies autour de la chanteuse, de son mari Loulou Gasté et de sa mère Simone. Voici ce soir les images inédites de cette soirée. Nous avons une amie que nous adorons et que c'est son anniversaire. Je l'adore, c'est une femme merveilleuse, énergique, très sympathique, intelligente, belle, pleine de vie. Je suis très heureuse de la fête. Et puis, je lui fais des grosses bises à Line. J'adore. Parmi ses invités, 2 femmes ont une place à part. Ce sont Bernadette Chirac
et sa fille Claude, dont la chanteuse s'est énormément rapprochée depuis 2 ans. Au cours de cette soirée, une surprise est organisée par le directeur du Paradis Latin. Qui fera ce ballon pourra le renvoyer à Lynn Renault en précisant où et quand il l'a trouvé. La récompense est assurée. La récompense sera sous la forme soit d'une photo dédicacée ou d'un disque dédicacé. Non, Loulou fera un chèque. De la part de Jean Criégel. donne la ligne. Allez, oui. Tournez vers nous, Lynn. Bernadette, venez près de moi. Claude, où es-tu? Claude, viens. J'avais pas grandi avec Lynn Renault, donc j'avais pas d'a priori. J'avais intuitivement, humainement, une espèce de confiance. Je me sentais très à l'aise avec elle, ce qui était assez rare pour moi, en tout cas par nature. Comme si je l'avais toujours connue, en fait. Comme si, dans une autre vie, elle avait vraiment été ma maman. Enfin, en fait, c'est de l'amour qu'il y a entre nous, en réalité. C'est vraiment de l'amour, donc c'est rare quand même. Alors on lâche en même temps, hein. Attention, qui est-ce qui compte? Vas-y Pierre, compte. Ce qui est amusant, c'est que peut-être au début, Bernadette était un peu jalouse de ce qui se crée entre Claude et moi. C'est en même temps ma maman et ma meilleure amie dans la même personne, c'est extraordinaire. À quelques minutes de souffler ses bougies, Lynn Renault prend la parole. Elle va faire référence à un autre anniversaire célébré à New York, celui de la Statue de la Liberté. Qui, elle, vient d'avoir 100 ans. Faut pas se tromper, c'est elle, c'est pas moi. Moi, il y a longtemps que je les ai eus, suivant Thierry Leluron. Elle, c'est la liberté qu'on fête en ce moment. Et puis moi, eh bien moi, je suis pas très loin d'elle parce que dans le désordre, j'ai 85. Alors à vous de rétablir. Et puis je vais vous dire quelque chose. C'est tellement bon, contrairement à ce qu'on pense, d'ajouter une année de plus. Parce que il y a tellement de monde qui n'y arrive pas. Alors chaque fois que j'ai une année de plus, je suis la femme la plus heureuse du monde. Alors ce soir, vous êtes là, je suis très heureuse. Merci. À l'époque, Claude Chirac, encore dans l'ombre, cherche sa voie. Et la relation privilégiée tissée avec Lynn Renault va l'aider à s'affirmer. La jonchère est le cadre de fête, mais surtout la maison où Lynn Renault et son mari, le compositeur Loulou Gasté, ont vécu plus de 50 ans. Une propriété où se réunissent leurs proches et qui va devenir pour Claude Chirac un lieu de confidence. Elle est très secrète, Claude. Avant qu'elle se laisse aller, il faut du temps. Quand elle était en pleine histoire d'amour et qu'elle était folle amoureuse de Lindon et que ça marchait plus très bien, elle avait beaucoup de chagrin. Elle venait pleurer ici. Voilà. Et je la consolais. Moi, je lui disais, il n'y a pas que lui dans la vie. La jonchère, pour moi, c'est vraiment l'endroit où je venais me réfugier quand c'était trop difficile. C'était aussi un endroit secret, c'est-à-dire que dès l'instant où j'étais à la jonchère, je savais que jamais personne ne saurait ni ce qui s'y passait, ni ce qui s'y disait. Donc il y avait une confiance totale. L'amitié entre Lynn Renault et la famille Chirac est si forte que la comédienne est présente à chaque moment important de la carrière de l'homme politique.
Ce 7 mai 1995, l'acteur américain Gregory Peck et son épouse rejoignent Lynn Renault dans un salon de l'Hôtel de Ville de Paris. Le vrai grand, je vais le boire tout à l'heure. Je crois que pour ma première fois, je vais boire un whisky sec tout à l'heure. Ils vont tous vivre le second tour de l'élection présidentielle au plus près des Chirac. Ces images de la victoire n'ont jamais été diffusées. C'est Jacques Chirac. Comment dire cette amitié avec Jacques? C'était comme mon frère. Jacques, j'ai toujours eu ce sentiment, c'était comme mon frère. Dans un coin de la salle des fêtes, Lynn Renault et le couple Peck suivent le premier discours de leur ami Jacques Chirac, le nouveau président élu. Mes chers compatriotes, à l'heure où je parle, les résultats connus montrent que vous avez décidé de me confier la plus haute charge de l'État. C'est Cécilia Peck, ici à l'image, aux côtés de son père, qui va filmer toute la soirée. You got it the hard way. C'est pas facile. Célia. Oui. I'm still making the documentary. Everyone's honking in Paris to congratulate Jacques. Un peu plus tard, Lynn Renault et le couple Peck attendent dans le bureau de Jacques Chirac. Ils vont partager avec lui ce moment historique. So the président is serving us sandwich. C'est fabuleux. Parce que quelle remontée. Jean-Michel. Greg, they could come back from New York for the ceremony. Courage, courage, la ténacité, le courage. La fille du nouveau président ne tarde pas à les rejoindre. Claude Chirac, qui a conduit son père à la victoire, retrouve celle qui a toujours cru en elle. Lynn a joué un rôle absolument fondamental. Elle m'a adoptée en quelque sorte. Elle est pour beaucoup dans ce que je suis comme femme aujourd'hui. Elle m'a vraiment permis de grandir, de progresser, de devenir meilleure, d'être plus intelligente sur beaucoup de choses de la vie, sur les gens, d'être plus tolérante, d'être plus ouverte. La vérité de la femme Lynn Renault, c'est qu'elle n'aura pas eu d'enfant. Elle aurait été une maman exceptionnelle. Ça aurait été formidable. Si Claude Chirac est devenue d'une certaine manière la fille aînée de Lynn Renault, Muriel Robin en est la cadette. Elle est aussi entrée dans l'intimité de la chanteuse et comédienne, invitée dans toutes les fêtes à la Jonchère, et notamment lors des anniversaires de la mère de Lynn. En 1995, les 90 ans de Simone sont célébrés. Un caméraman amateur immortalise la complicité entre Lynn et Muriel sur ces images restées inédites. Comme moi, j'ai pas eu d'enfant, j'en fais tout de suite ma fille, la fille que j'aurais aimé avoir, comme Claude. Plus je la consolais dans ses chagrins, plus je partageais ses joies, plus elle devenait ma fille.
la fille que j'aurais aimé avoir. Ça se fait tout seul. Je crois que je donne de l'amour à mes filles. Je les appelle mes filles. Parce que moi, j'ai reçu beaucoup d'amour. Petite fille. J'ai vécu dans l'amour, moi. Est-ce qu'on voit le gâteau? Moi, quand je pense à Lynn, je vois de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. On est connectés, oui, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, quoi. Je la ressens, je la connais très bien, je la ressens de l'intérieur. On est vraiment famille. On voit pas les gâteaux. C'est pas les 90 ans du gâteau. L'année suivante, pour les 91 ans de Simone, une équipe de télévision suit Lynn Renaud. C'est bien, t'as bien fait de louer pour soi ici. Dans ce reportage, la comédienne fait officiellement entrer Muriel dans sa famille. Ma fille adoptive. Pour Muriel Robin, cette complicité la ramène à un souvenir d'adolescence, une image qui s'est imprimée dans sa mémoire. Je compte les heures perdues d'un monde inconnu quand tu n'es pas là. Je regarde la télé, je suis à Saint-Étienne encore, et je vois une spéciale sur leur couple, ils se tiennent la main tout le temps, tout le temps. Comme chez nous, on ne se touchait pas, mes yeux ne quittent pas ces mains qui se touchent, et je me dis, j'aimerais bien les avoir comme parents, ces deux-là. C'est ce qui va arriver un peu, puisque finalement aujourd'hui, Lynn est une maman d'amour. Je revis les plus beaux jours de mon pauvre amour quand tu n'es pas Et ben moi, quand tu n'es pas là, je prends ma guitare, je compose. L'expression des sentiments passe aussi par des petits mots, comme en témoigne cette carte dévoilée pour la première fois. Ma maman d'amour chérie, je veux te dire le principal. Tu es la plus belle, la plus grande, la plus magnifique et la plus aimée, puisque je t'aime. Ta fille Muriel. La rencontre entre les deux femmes date de la fin des années 80, à l'issue d'un spectacle de Muriel. Elles étaient alors loin d'imaginer qu'elles partageraient la scène 20 ans plus tard. Qu'est-ce que vous faites? Je vous parle pas, hein. Ah, bravo. Grande idée. Vous n'avez rien trouvé de mieux? Si, vous avez raison, je peux faire beaucoup mieux encore. Tiens. Ah, d'accord, d'accord. J'avais pas compris. Et pas compris quoi? Bah, bien sûr. Suis-je bête? Pas compris quoi? Bah, que vous êtes là pour travailler. Mais elle me traite de pute? Oh non! Non, je ne vous traite pas. J'ai beaucoup de respect pour cette profession. Je suis pas une pute. En 2007, les deux comédiennes triomphent dans la pièce Fugueuse, l'histoire de deux femmes qui décident de tout quitter, l'une sa maison de retraite et l'autre sa vie de famille rangée. Muriel va entourer d'une grande attention sa partenaire, qui a près de 80 ans, a toujours la même envie de jouer. J'aimais l'idée qu'elle soit au mieux pour cette aventure, que ce soit doux, que ce soit, voilà, qu'elle soit protégée, quoi. Je me sentais plus solide qu'elle et je voulais qu'elle soit prioritaire pour tout, dans l'ordre des répétitions, etc., pour qu'elle soit le plus à l'aise possible. Puis après, on rit. C'est la complicité qui l'emporte. C'est le plaisir, quoi. La relation fusionnelle qu'elles ont nouée dans la vie se transpose sur scène et Muriel Robin exprime son affection à sa partenaire en improvisant des surprises, comme ce soir-là, à l'issue d'une représentation.
Où elle est? Oh, c'est pas vrai. Eh oh, tu viens, oui? Elle est folle! Allez, assieds-toi et chante. C'est peut-être pas la bonne tonalité. Elle m'attend engourdie sous la neige. Elle m'attend sous les fleurs du printemps. Avec vous maintenant. Non, on a pris trop bas, non. Ma cabane, Canada. Elle est complètement folle. Sous le toit de ma cabane au Canada. Le plaisir de jouer ensemble, la complicité et les rires rythment l'aventure de Fugueuse pendant 4 mois. Et en janvier 2008, vient le temps de la séparation. Je sais que c'est la dernière fois qu'on va jouer cette scène où on se dit au revoir. Quand elle me dit bon, je m'en vais. Voilà, ça y est. Et puis, elle me dit au revoir. Et sur la porte, au revoir. J'avais oublié que c'était une pièce. Je pensais qu'on se quittait. J'en étais malheureuse. Plus ça allait, plus les larmes me montaient aux yeux. Puis voilà, ça c'était le jour de la dernière où les mots de la pièce collaient à la situation de se séparer. C'était 6 mois. C'était 6 mois. Non, t'es pas. Et c'était génial. Il n'y avait pas un jour sans que je pense à toi. Si ça peut te faire plaisir. Hein? Ça me fait une belle jambe, surtout. Ouais, elles sont pas mal. On est ému parce que c'est la fin. J'ai fait acheter des fleurs, il faut qu'on lui jette des fleurs. Je descends même de la scène, je l'applaudis, je la regarde et je la regarde recevoir ses fleurs. Pouvoir avoir cette joie pleine, ronde. Elle aime tellement ce métier. Six mois plus tard, en juillet 2008, Line Renaud réunit de nombreux amis à l'occasion de ses 80 ans. Muriel Robin est évidemment présente et une fois encore, elle a prévu une surprise. Une déclaration d'amour en forme de chanson qui dormait dans les archives de Line Renaud. À sa façon de nous appeler ses filles, on est sûr qu'elle nous aime vraiment. On va chez elle, on se sent en famille. Il parle vrai, il parle avec maman. Elle nous écoute, elle est comme dans notre tête. Et quand on lui dit, Linette a tout compris. Et d'un seul coup, nos soucis, nos problèmes, on éclat, champagne, et c'est parti. Qu'est-ce qu'on t'aime, Guillemette? On te serre dans mon bras,
T'es trop bien. T'es trop chouette. Parce que tu ne changes pas. Il n'y en a qu'une comme toi. T'es trop bien. T'es trop chouette. On se demande parfois comment on fera sans toi. Lynette, je t'aime, bon anniversaire. Sans commentaire. Voilà, Lynn, je mets rien. Aujourd'hui encore, Muriel Robin et Claude Chirac sont omniprésentes dans la vie de Lynn Renaud. Et ce sont elles, ces filles de cœur, que la comédienne a choisies pour reprendre le flambeau de ses combats. Si Lynn Renaud est une femme de bande, Gainsbourg était un solitaire qui, à un moment donné, a fait le choix de s'entourer d'une nouvelle famille d'amis. C'est ce chapitre original que nous ouvrons maintenant. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la charmeraise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans un mot. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la charmeraise. Nous aimions le temps d'une chanson. Dans les années 80, le Serge Gainsbourg chic se métamorphose en Gainsbar, son double, plus sombre. Et c'est aussi à cette période de sa vie qu'il se prend de passion pour les policiers. Il fréquente les commissariats de son quartier, proche de sa maison de la rue de Verneuil. Mais il lui arrive aussi de traverser la Seine pour retrouver les plus hauts gradés au 36 quai des Orfèvres. C'est cette histoire secrète que nous allons vous raconter, celle d'une amitié insolite avec deux grands flics, Michel Boucher, ancien patron de la brigade des stupes, et Jean-Marc Bloch, celui de la 6e division de la police judiciaire de Paris, qui vont tous deux devenir des proches du chanteur. Alors pour moi, Gainsbourg, c'était presque un mythe à l'époque. Un type que j'imaginais pas rencontrer, ça c'est sûr. Un jour, un des fonctionnaires vient me dire « Venez voir, patron, il y a Gainsbourg dans les locaux. » Je vais aller voir Gainsbourg, bonjour. Je sais pas pourquoi, il s'est passé quelque chose à ce moment-là d'assez sympa et on est partis déjeuner ensemble. J'étais content d'avoir rencontré ce type-là, ça me faisait plaisir. Ce type m'a touché. Je me demande quelque part s'il n'y a pas un destin dans la vie. Il y a quelque chose quand même qui fait qu'il y a des gens vers lesquels on est plus attiré que vers d'autres. En 1987, cette amitié naissante va se renforcer lorsque Serge Gainsbourg doit faire face à un événement inquiétant concernant sa fille Charlotte. 4 jeunes, arrêtés après une double fusillade à Paris, avouent avoir eu le projet de la kidnapper. Ils se réclament du groupe terroriste Action Directe, ce qui pousse Serge Gainsbourg à se tourner vers son nouvel ami, commissaire. Serge était venu me voir parce que je connaissais très bien ce mouvement anarchiste pour avoir arrêté pas mal de ses membres. Ces types-là ne faisaient pas du tout partie d'Action Directe. C'était un acte de banditisme pur et simple pour se faire simplement du pognon.
C'est un truc ponctuel, ils sont tous arrêtés, et il n'y a plus aucun risque. Les mecs de la brigade criminelle m'ont mis au parfum et m'ont dit qu'il n'y avait plus de danger, voilà. Sinon, je pense que j'y passais moi. C'est moi qui y passais. Mais les 4 lascars, je les ai vus. C'est des mecs très classe. Hein. C'est d'autant plus dégueulasse. Cet événement angoissant finit de rapprocher le chanteur et le commissaire. Serge Gainsbourg vient régulièrement converser avec lui dans son bureau. C'était un peu le visiteur du soir. Il avait ses habitudes au service. De temps en temps, il passait un coup de fil, il disait « j'arrive ». C'était la pièce rapportée de la tribu. La police, en fait, c'est une espèce de tribu. Donc, dans toutes les tribus, il y a des codes, il y a des rites. Et Gainsbourg, il rentrait bien dans ces codes, dans ces rites. C'était une ambiance extrêmement sympa, extrêmement détendue. Bien sûr, un peu alcoolisé, hein, ça va de soi. Il était, entre guillemets, un peu chez lui. Serge Gainsbourg va définitivement faire partie de la famille lorsqu'il est invité au dîner de la Poularde, un club très fermé de copains commissaires de police, et ces soirées pouvaient durer jusqu'au petit matin. De temps en temps, on allait dans des boîtes de nuit, des pianos-bars. C'était ses origines d'ailleurs, le piano-bar. Il adorait ça. Après avoir bu quelques 102, il se mettait au piano. Il avait beau être assez alcoolisé, c'était génial. C'était des moments, on était ailleurs. À 3 grammes, il faisait attention à moi. Pourtant, je suis commissaire de police. C'est moi qui suis censé protéger les autres. Et quelque part, il voulait me protéger. Jean-Marc, tu fais un vrai métier, faut aller dormir. Gainsbourg joue les prolongations. Et au moment de mettre fin à ses errances nocturnes, pour rentrer chez lui, eh bien, il fait appel à un service de chauffeur assez inattendu. Un soir, je tombe sur un car de police. Il me dit « Bonjour, ça va bien, vous faites quoi ?» Il me dit « On attend Serge. » Il dit « Oui, on ramasse Serge. » Je dis « Comme ça, vous ramassez Serge ?» « Oui, parce que ce soir, il nous a prévenu qu'il allait sortir tard, donc c'est le panier à salade qu'il a ramassé. » Moi, j'ai acheté un quart de... Ouais, je cherche un quart de flic pour me faire embarquer. Parce que j'ai pas de taxi. Plusieurs fois, les policiers de son secteur, qui me connaissent bien, l'avaient vu dans la rue. Il avait fait du stop. Il voulait toujours qu'on mette le pimpon, comme il disait, le pimpon et le bleu. Le bleu, c'était le gyrophare. Et il ramenait rue de Verneuil, où là, de temps en temps, il avait encore un réflexe du cimetière, on sort un dernier canon, tout ça. Et les mecs rentraient. Il y a un brigadier chef qui m'a dit un jour, « Moi, monsieur, c'est moi qui le bordais, c'est moi qui le couchais. » J'aime les roses, j'aime les roses. Retrouvons maintenant un autre familier du panier à salade et des commissariats de quartier. C'est Jacques Dutronc, grand pote à l'époque de Serge Gainsbourg. J'aime les vieilles paumées. Mon père et Serge étaient clients d'aller boire des coups, d'offrir à boire aux commissaires. Les vieux. Quand c'était l'un ou l'autre, c'était gérable quelque part. Gainsbourg-Dutronc à la fois, c'était plus compliqué à gérer. La déconnade, entre guillemets, pouvait aller assez loin. Je préfère, vas-y ma mère, foxtrot des années 20. Un jour, j'arrive dans mon service, puis j'entends qu'il y a un peu d'agitation. Et là, il y avait Gainsbourg et Dutronc derrière une machine à écrire, un gardé à vue
de l'autre côté de la table et Dutronc faisait semblant de taper à la machine et Gainsbourg d'interroger le gardé à vue. J'ai engueulé mes mecs en leur disant « Écoutez les mecs, c'est pas possible, on est quand même dans du sérieux. » J'ai viré gentiment Dutronc et Gainsbourg et ça s'est arrêté là, donc il n'y a pas eu de problème. Le fils de Jacques Dutronc, Thomas, s'est lui aussi retrouvé embarqué dans ces aventures alors qu'il était à l'époque un jeune adolescent. Moi-même, j'ai été une fois avec Serge dans le commissariat du 14e, quand j'avais 14 ans. Serge dit, tu vois, ça c'est mes jouets. Et je lui dis, ils vont lui casser la gueule. Et en fait, ils avaient une grande tendresse pour lui. Et il l'appréciait beaucoup au-delà de phrases provocantes qu'il pouvait faire. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis là, sur le banc, là, vous voyez, puis tout autour, il y a des collègues et puis les gardiens. Il venait ici peut-être pour changer d'univers. Il nous a offert ce lion que vous voyez là. Il y a 4 ans, d'ailleurs c'est marqué en 87, c'était pour Noël. C'était un cadeau qu'il nous a offert. Il est arrivé un soir et il nous a dit, voilà mes amis, je vous apporte un lion. Fin 1989, il va directement se présenter au 36 pour rencontrer Michel Boucher, à l'époque le patron de la brigade des stupéfiants. Un jour, Gainsbourg se fait annoncer par le planton. Alors, bon, je l'ai reçu au départ, je dois dire, un petit peu à reculons, hein, par curiosité. Hein. Et donc, il est venu me voir dans mon bureau. De fil en aiguille, on est devenus amis. Il me demandait un peu des choses de mon métier. Il aimait bien aussi parce qu'il rentrait dans un monde qui était auparavant obscur pour lui. Ce monde de l'investigation policière. Je ne parlais pas d'affaires en détail parce que je ne voulais pas qu'un soir d'ivresse, il en fasse état. Il me parlait de sa vie à lui. Il aimait bien se confier. Je crois qu'il aimait bien s'épancher sur l'épaule d'un flic. Serge Gainsbourg va donc passer de longs moments avec son ami Michel Boucher, mais aussi avec ses copains de l'identité judiciaire au 36. Et un soir, ils vont lui permettre de réaliser ses photos d'identité d'un genre particulier. Un jour où il avait pris un pot certainement plus arrosé que d'habitude, il avait posé sur la chaise des photos anthropométriques à la salle Bertillon. C'était un joke, hein. Une blague qui va d'ailleurs l'inspirer pour la pochette d'un album sorti en 1987, au titre évocateur. Un soir que dans le Bronx, j'étais on ne plus anxieux de retrouver Samantha. Entre Thelonious Monk, quelques punks aussi bronzes qui bitent, giclant de mon Iowa. S'il y a bien une série de photos emblématiques de cette passion de Gainsbourg pour les ambiances policières, c'est celle imaginée par le photographe Pierre Terrasson. Serge, Monsieur Gainsbourg. Nous l'avons retrouvé dans son atelier où il revient sur cette séance mythique, conçue sur mesure pour le chanteur et dans son décor de prédilection. Affirmatif. Ça, c'est la série du commissariat d'Aubervilliers. Il est composé d'un faux policier qui était le petit ami de ma maquilleuse. Et puis Serge, donc, avec sa tenue d'apparat, avec ses menottes. Ce qui l'intéressait surtout, c'était pas les meubles en ferraille, c'était la Marianne. Deneuve, la Marianne, c'était super important pour lui. Ah, celle avec le flingue, c'est un vrai flingue, ouais. Il n'y a pas de balle. Hein. Ça s'est très très bien passé. Les flics qui ont sorti le pastis à la fin du shoot, et puis voilà, puis on est parti, quoi. Je
J'installais une petite table lumineuse, et on triait. Entre-temps, il me jouait du Chopin. Enfin, c'était complètement fou, quoi. Serge Gainsbourg adore tellement la police qu'il va même jusqu'à endosser l'uniforme à l'occasion d'une caméra cachée dans l'émission de Christophe de Chavannes, C'est encore mieux l'après-midi. Bon, vous avez traversé un feu orange, hein? Il était vert. Quand j'ai vu orange. Bon, allez, ça va. Allez. Feu rouge. Vous pourriez me donner l'adresse du 5 bis rue de Verneuil, la rue de Verneuil, s'il vous plaît. La rue de Verneuil? Oui, parce que je suis paumé. Il n'est pas du tout crédible. Les cheveux longs, la barbe mal taillée. Non, il y a l'uniforme, il n'y a que l'uniforme. Il y a le contenant, mais pas le contenu. Mais c'est pas grave, justement, c'est ça qui est amusant. C'est le contraste. Circuler, il n'y a rien à boire. Attention, hein. Circuler, il n'y a rien à boire. Ouais. C'est excellent. Et feu rouge? Pas de feu rouge? C'est un enfant un peu, Gainsbourg. On est assez facilement pris d'affection pour ce personnage. Tu vas te la prendre quand même, non? C'est une contredanse? Il avait un rapport assez curieux à l'autorité. Il était à la fois extrêmement libre, libertaire quelque part, je fais ce que je veux quand je veux, et admiratif de l'autorité. C'était son ambiguïté quelque part. Une admiration et une amitié qui passe aussi par une générosité sans faille. Gainsbourg donne régulièrement de l'argent pour les orphelins de la police et n'hésite pas à répondre présent quand on le sollicite. André Cantin, alors policier à Coutances, va en faire directement l'expérience alors qu'il cherche un parrain en 1988 pour son club de cyclistes de La Haye-du-Puy dans la Manche. J'ai pris contact avec le commissariat de son arrondissement et donc j'ai eu cette chance inouïe d'avoir ce jour-là un de ses meilleurs potes au téléphone. Et il m'a dit bah ouais, tu t'as qu'à l'appeler, je te file son numéro, tu l'appelles de ma part, tu vois avec lui. Un quart d'heure après, moi j'ai appelé et Serge a décroché et m'a dit bah quand tu viens à Paris, tu viens me voir, on va voir ce que je peux faire pour toi. Quelques temps après, j'ai été voir Serge. Il m'a montré tout le rez-de-chaussée de sa maison, ses collections. Il collectionnait donc les pucelles des arrondissements des flics, de l'armée. Il avait plusieurs paires de menottes. J'étais un peu gonflé. Je voulais qu'il me file 300 000 francs. Il m'a dit je peux pas tout de suite, petit gars. Et dès que je peux, je te file un coup de main. Un an plus tard, le 4 juin 1989, André Cantin retourne rue de Verneuil, chez Serge Gainsbourg. Il a cherché sa petite valise qui était remplie de billets, il a cherché son carnet de chèques dedans, et puis comme il ne voyait pas, il me dit tu remplis, tu mets 100 000 et je te le signe. J'ai rempli le chèque en tremblant un peu quand même, parce que 100 000 en 89 c'était énorme quand même. La seule exigence, il voulait un maillot tout blanc, avec marqué Gainsbourg. Il m'a dit, j'espère qu'ils vont gagner avec mon maillot. Hein. Sans surprise, la presse s'empare de cette histoire et l'emballement est tel que l'équipe Gainsbourg est invitée un soir de 1990 dans l'émission Sacrée Soirée. Merci. Allons-y, voici l'équipe Gainsbourg qui est là ce soir. Toute l'équipe Gainsbourg, regardez, les maillots Gainsbourg, ils viennent spécialement ici pour vous ce soir. C'était vraiment très beau. Hein. 40 cyclistes en tenue avec leur vélo sur le plateau. Les mecs avaient un peu peur de se casser la figure. Ils disaient c'est pas le moment de se casser la figure. Qu'est-ce que c'est que tout ça, dites-moi un peu, monsieur? C'est un petit vélo pour Lulu. C'est vrai? Oui. C'est gentil. Et puis avec le petit maillot. Je pense que ça devrait y aller. Une petite casquette pour Lulu, très bien. Et ça l'avait touché beaucoup. Hein. Et c'est vrai que cette émission, c'était vraiment le summum pour nous. Ce sens très poussé de l'amitié, Serge Gainsbourg le partageait avec Eddie Barclay. On pouvait croiser le compositeur dans les fêtes du producteur de disques
car même s'ils ne travaillaient pas ensemble, les deux hommes s'appréciaient. Eddie Barclay, lui, avait toujours besoin d'être entouré de sa garde rapprochée dans sa vie privée, mais aussi lorsqu'il était invité à la télé. Comme ce 6 juin 1981, sur le plateau d'Antenne de Midi. Alors, Eddie Barclay, la bonne soixantaine, né à Paris, dans le quartier de la gare... 60 tout juste. 60 tout juste. Né à Paris, dans le quartier de la gare de Lyon, où son père tenait un café. Très vite, le jeune garçon s'intéresse plus à la musique et au piano qu'à ses humanités. C'est bien dit, Jean-Yann. Oui, et aux dames aussi. Bien dit, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, c'est vrai. Eddie Barclay, c'est l'empereur, le pape du show business. J'aime pas trop ce genre de termes pompeux de l'empereur du micro-sillon, le roi du disque, le roi du show business. Moi, ça fait 35 ans que j'amène une contribution, vraiment. Une contribution, vraiment. J'ai pas l'impression que vous arriverez à parler... À l'édition phonographique, non, c'est vrai. Je crois qu'ils ont décidé de me couler définitivement. C'est ça. Jean-Yann disait, Eddie Barclay a été... Il a débuté dans le piano et j'ai dit, il a jamais arrêté de débuter. Non, je voulais me couler. Non, c'est bien, continue, c'est bien. Celui qui a débuté dans le métier en jouant du piano a du mal à garder son sérieux face au couple de danseurs improvisés, Darry Cole et Daniel Balavoine. Je comprends que votre carrière soit compromise, Eddie Barclay. Ah, mais il a fait aussi le fameux qui retire l'aiguille, ma fille. Et... Moi, je serais lui, je m'en vanterais pas. Et qui chantait ça? Moïse. Bon, on réglera les comptes après l'émission. Mais vous mangez avec nous, là, maintenant. Vous venez pas manger avec nous. Non, il nous a pas invités. Il vous a pas invités. Pas du tout. Encore. On ne me sépare pas de mes copains. Ils me sont aussi indispensables que les femmes et les fêtes. Ils sont ma famille. Voilà ce que disait Eddie Barclay. Nous allons donner la parole à ceux qui l'ont aimé et revivre avec eux les plus belles heures d'une vie dominée par l'amour et les artistes à travers des archives inconnues et rares. Il y a 37 ans, on avait du soleil, on avait de très beau temps. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Je ne comprends pas. Le 21 juin 1984, le producteur se marie pour la 7e fois. Cathy revient pour nous là où elle a dit oui à Eddie, à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Je suis complètement sur mon petit nuage. Nous sommes en calèche avec Alain Delon et Daniel Evenou. C'était noir de monde, je m'en rendais même pas compte, je crois. Et pourtant, je suis vraiment agoraphobe. Alain Delon, mon témoin, qui est très galant, qui me tient la main. Et là, nous avons un très bel accueil devant la mairie avec tous les amis. Il y a Carlos, Darry Cole, Thierry Leluron, Eddie Mitchell. C'est vrai que c'était impressionnant quand même, hein, quand on voit toute cette foule. Eddie était un petit peu plus habitué que moi, on va dire. 7 témoins ce jour-là, tous amis du marié, ont répondu à l'appel. Darry Cole, Carlos, Jean-Yann, Thierry Leluron, Alain Delon, Philippe Bouvard et Jean Lefebvre. Et en maître de cérémonie, un élu de 29 ans, encore méconnu, mais pas pour longtemps. Monsieur Sarkozy, plus jeune maire de France à l'époque, c'était un petit phénomène à sa manière. Et il avait fait un discours très brillant, très drôle. Mademoiselle Catherine Reverdy, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Édouard Ruot, dit Eddie Barclay? Eddie Barclay, j'étais très flatté que vous me demandiez de célébrer ce mariage parce que je sais que vous êtes profondément, je dirais même viscéralement, attaché à l'institution du mariage. Ce mariage est une première. C'est effectivement la première fois que vous avez fait appel à mes services pour présider cette cérémonie. Et j'espère avoir convenablement franchi l'épreuve devant un expert aussi avisé de ces questions. Sarkozy, très largement applaudi. D'ailleurs, je suis étonnée qu'il n'y ait pas un producteur qui lui ait proposé de faire carrière dans l'humour.
Et c'est toujours en calèche que les mariés, accompagnés de Daniel Evenou et Alain Delon, traversent la ville et rejoignent une table réputée du Bois de Boulogne pour un déjeuner avec les plus proches. Nous avons Olivier de Kersauzon qui nous fait un beau discours à sa manière en lisant dans une serviette. C'est-à-dire il ne lit rien en fait, il improvise totalement. Vous avez pris épouse. C'est pas la première fois, j'espère que ça sera la dernière, parce que je ne sais pas ce qu'un mariage va vous rapporter, mais je sais déjà ce qu'il vous coûte. Et l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Je vous demanderai donc de prendre soin du capital que vous avez désormais ensemble et auquel je compte participer, me contentant des intérêts et du bonheur de vivre entre vous deux. Le moment le plus attendu de ce mariage a lieu le soir même avec l'invention d'Eddie Barclay, la nuit blanche de l'été. Et là, c'est l'arrivée au pavillon d'Armenonville, là on se croit à Las Vegas, tout illuminé, Cathy et Eddie. Et tout le monde avait joué le jeu, hein. Tout le monde était vraiment habillé en blanc. Il y avait 2000 personnes. Grande belle fête. L'arrivée de la mariée. Donc j'ai fait une entrée assez extraordinaire au bras d'Alain Delon et Pelé qui tenait mon voile. C'est un moment magique, le roi Pelé quand même, c'est pas rien. J'ai fait plusieurs mariages avec la même jolie robe, puisqu'il fallait être habillé en blanc. Moi, je me souviens que des mariages qui étaient merveilleux. On prenait des grands endroits gastronomiques, et il y avait toujours 3-4 chefs gastronomiques qui étaient là, qui faisaient tous les buffets, et des orchestres. Et les orchestres étaient merveilleux. Il aimait ça, hein, il aimait la fête. Il aimait beaucoup la fête. Ah mais oui, c'est quelqu'un qui ne vivait pas à moitié. C'est pour ça que je dis que c'était un amoureux avec un grand A pour moi. C'est-à-dire amoureux de la vie, amoureux des femmes, amoureux des artistes, amoureux de l'art aussi. Ces fêtes grandioses, Eddie Barclay les a lancées dans les années 60. C'est alors pour lui un outil de promotion de sa maison de disques et de ses artistes devenus des amis. Il organise des soirées à thème, comme cette Nuit de la mer, où l'on peut croiser entre autres Duke Ellington, le pianiste américain, Léo Ferré, ici en pirate, Charles Aznavour, qui n'a pas vraiment respecté le dress code, ou encore Dalida. C'était un principe de Barclay, de faire des fêtes, à travers ces fêtes de se faire connaître, et puis en même temps d'inviter ses amis, parce que ce qu'il aime avant tout, c'est ses amis, ses relations et tout ça. La meilleure preuve, c'est que quand vous arrêtez quelqu'un dans la rue, vous lui demandez un personnage du disque, il est incapable de vous citer un directeur de maison de disque, mais tout le monde connaît le Barclay, il dit « Ah oui, le roi du disque ». C'est formidable. 4 mois avant la fête, on faisait une réunion et on mettait des idées, n'importe lesquelles sur papier, mais les plus folles. Et Barclay, plus c'était fou, plus il riait, et on essayait après, parce que c'était difficile, on essayait de réaliser ces idées folles. Léo Missire, directeur artistique, a pris l'habitude de filmer la vie de la compagnie Barclay. Ces bandes n'ont jamais été montrées. Ce sont des pépites que nous allons vous faire découvrir ce soir. On s'axait aussi sur les entrées des fêtes. Il voulait d'abord que les gens soient aveuglés par les projecteurs et puis trouver des idées. Alors un jour, on a trouvé une idée de faire rentrer les gens par un toboggan. Tous les gens arrivaient avec leur robe du soir, les jambes en l'air et tout. C'était très drôle.
Eddie Barclay est un travailleur forcené. Et il exige la même chose de ses équipes. Mais il y a des compensations, comme ce séminaire à Megève. Autour de lui, ses principaux collaborateurs et des artistes maison. À l'image, la jeune chanteuse Patricia Carly, Marie-Christine, la troisième épouse d'Eddie qui simule une scène de ménage, et une vedette qui fait la fortune de la maison de disques, Dalida. J'ai commencé dans sa maison, il n'avait presque personne. Il a signé un contrat avec moi et les Platters à l'époque. Et ça a été en grandissant. Je suis restée avec lui pendant 14 ans de fidélité. J'ai une grande admiration pour cet homme. En plus, je trouve que c'est un homme qui sait vraiment faire des fêtes. À notre époque, malheureusement, il n'y a plus d'hommes qui savent faire la fête. Eh bien, il nous reste encore Eddie Barclay, j'espère pour longtemps. Le producteur a le don de repérer, mais aussi de débaucher des talents à la concurrence. C'est le cas pour Charles Aznavour, dont il a contribué à faire éclater la notoriété et le succès, après des débuts difficiles. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits de bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes refont le ciel bleu. Mirage, traînant des senteurs poivrées de pays inconnus qui étaient aujourd'hui presque nus sur les plages. J'étais chez Lucretia Thompson et il m'a dit « Pourquoi tu ne rentres pas chez moi ?» Alors là, quand il veut avoir quelqu'un chez lui, c'est le grand numéro de Charles. Les barbouillés se grillent environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. D'abord, il y avait des avantages à être chez Barclay, parce que Barclay, qui est un homme d'affaires très malin, il faut pas lui enlever ça, est aussi un homme très intéressé, beaucoup plus que beaucoup d'autres, par l'artistique. C'est-à-dire qu'un artiste qui rentrait chez Barclay, et c'est toujours vrai pour moi, je ne sais pas, ça doit l'être aussi pour les autres, un artiste qui rentrait chez Barclay, on ne faisait pas un budget, il faisait son disque. Il le faisait comme il voulait, il le faisait avec qui il voulait. C'était même intéressant. Il est mort le soleil. Nicole Grisoni, elle, était une inconnue quand elle a eu la chance d'être repérée par Léo Missire. En 1967, Nicoletta est née. Son directeur artistique immortalise les débuts de celle qui deviendra une chanteuse populaire. Il avait les plus grands de la chanson française, Eddie. Moi, j'avais une fierté de travailler pour lui, parce que quand tu te trouvais dans la maison disque de Jacques Brel, de Ferré, de Jules Gréco, de Ferrat, il faisait des déjeuners chez lui ou des dîners, et il arrangeait les tables avec un patron de presse, un grand producteur de la télé, un patron de radio, et il présentait ces jeunes qu'il avait signés. Il habitait à Aznavour. On connaît les artistes de la maison, on se connaissait tous, du plus grand au plus jeune. C'était des grands frangins, vraiment. C'était des aînés bienveillants, qui voulaient écouter ce qu'on faisait, qui s'intéressaient à ce qu'on faisait, qui parlaient avec nous, qui nous aidaient. Moi, c'est Charles Aznavour qui m'avait imposé au Carpentier, en m'invitant de faire des duos avec lui. Nicoletta, vous connaissez ? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est la chanteuse qui a pris le grand départ cet été. Eh bien, elle m'a fait dire qu'elle voulait me dire mes 4 vérités, alors je lui ai fait répondre qu'en fait, j'étais tout à fait disposé à les entendre. Alors voici Nicoletta. Tu joues avec mon cœur, comme avec une balle, comme avec un enfant, comme avec un panthère. Mi-terre, mi-donne, au gré de ton humeur. C'est à Saint-Tropez, au bout des plages de Pamplonne, que le producteur s'offre à la fin des années 70 sa première maison, celle de ses rêves, la Villa du Cap.
La propriété est immense. Tout est prévu pour rendre les copains heureux. Avec sa petite caméra, Léo Missire capte ces instants d'été qui réunissent anonymes et célébrités. Voici ces images, sorties de l'oubli. En juillet 1982, Henri Salvador y fête ses 65 ans. C'est une montagne de douceur, de talent et de comique. Le récital est déjà commencé. Charrier quand même. Ce même été 1982, le 15 août, selon la tradition, est célébrée la fameuse fête en blanc qui va construire la légende Barclay. À chaque fois, le maître des lieux prévoit un spectacle pour ses invités. Ce soir-là, c'est l'imitateur Thierry Le Luron qui va amuser l'assistance en se moquant d'un grand nombre d'artistes et amis d'Eddie Barclay. C'est moi qui ai payé tout ça. Tout commence par Charles Aznavour. C'est ce que je dis en tout cas. Je vous parle d'un temps, je vous dis qu'un jour, il n'y a pas si longtemps, nous arrêter les chaussettes. Johnny, que j'ai connu tout bébé, ma petite babette, à la nation, se met la révolution chez la et Georges si beau porter des couettes. Et il a fait plusieurs spectacles en privé pour Edith. Il était là très très souvent et j'aimais beaucoup, je m'entendais bien avec lui. De tous les tombeaux du monde, c'est celui, Michel, que j'ai dansé dans mon corps. Il avait gardé ce côté adolescent, ce côté espiègle, mais en même temps, c'était quelqu'un qui était d'une gentillesse profonde, quoi. Voilà, c'est quelqu'un de généreux, de très généreux, et Eddie adorait ça. C'est pour le fond que je vends. Il y a eu vraiment des sortes d'avant-premières, dont le tout dernier, c'était 2 mois avant son décès, et ça, moi, je m'en suis jamais remise. Nous avons retrouvé cette cassette, celle de ce spectacle privé qui devait marquer le retour de l'humoriste sur scène quelques mois plus tard à Paris. Malheureusement, je ne sais pas imiter Eddie Barclay, mais enfin, Charles Aznavour m'a donné quelques rudiments. Alors, est-ce que je peux vous emprunter votre cigare? Je vous en prie, cher. Alors, à défaut de faire la voix, je peux au moins vous faire le texte. Auteur, le protocole de ta belle c'est d'attraper Michel Rachadet. Je vais vous annoncer une grande nouvelle, c'est que je vais divorcer de Cathy. Voilà, c'est pour ça que je vous ai réunis ce soir. Nous reverrons un jour ou l'autre, si vous y tenez autant que moi. Prenons-nous un jour n'importe où, je promets, j'y serai sans faute. Nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut. Alors. Il fait un spectacle d'1h30 et c'était juste dingue. Je me suis dit, mais comment il fait? Voilà, et c'était son dernier spectacle et c'était un photographe très connu de Saint-Tropez qui s'appelle Jeannot Aponte qui en a tourné une partie. Et comme je m'intéressais à la vidéo quand j'étais petit, il m'avait donné la caméra, j'avais filmé une partie du spectacle. Et on avait vraiment beaucoup ri. Bien des années plus tard, Guillaume Barclay, le fils d'Eddie et de sa 3e épouse, est devenu photographe. Ne me regarde pas comme ça m'inquiète.
Il a proposé à François Bernheim, un ancien collaborateur de Barclay, devenu compositeur, de rejoindre les personnalités passées devant son objectif. Il était beaucoup photographié. Ça faisait partie de son métier, on peut dire. Et en fait, à sa mort, la seule chose que j'ai gardée, que j'ai pas vendue, c'est toute sa collection de photos. Il y a à peu près 20 000 photos, je dirais, qui représentent 50 ans de vie, de tous les gens qu'il a rencontrés, de ses femmes, de ses fêtes, puis des moments un petit peu plus intimes de ses potes, qui sont pas forcément des gens connus d'ailleurs, hein. Les photos étaient sur la table, les tables à Saint-Tropez et à Paris. C'est vrai que ça faisait des sommes immenses de photos où les gens jouaient à fouiller, à regarder. C'était assez rigolo. Mettre les photos dans des albums de famille, je trouve ça d'un ridicule consommé. D'abord parce qu'on ne les regarde jamais. Elles jaunissent, les pauvres. Tandis que ça vit. Ça vit partout. Moi, je vois des gens qui arrivent, je sais pas, oh là, tu te rends compte, il y a 22 ans, puis là, il y a 3 ans, t'as vu comment on était coiffés? Ah, puis t'étais, toi, auprès de Dalida, et toi, auprès de Julio Iglesias. Ah, t'as vu comme ils ont changé? Ça les rassure, ça les excite, ça les amuse. Elle te parle, celle-là? Ah bah oui, elle est rigolote. Mon père, Brigitte, dont je m'occupais. Voilà, à cette époque. Je précise. Et mon grand-père. Et ça, c'était dans une maison à Saint-Tropez, mais je me souviens plus laquelle. Je sais même pas si j'étais né. Ça, c'est une photo avec Delon que j'aime beaucoup. J'adore le regard qu'il lui porte. Avec Quincy Jones. Ça, c'est à la Maison du Cap, ça. Et Eddie Mitchell. Et Eddie Mitchell. Bon, c'est toute une époque. Moi, j'adore celle-là, parce que regarde. Ah, celle-là est superbe. C'est quand même un truc, ça. Ouais. Et là, tu me dis qui c'est qui? Mireille d'Arc. Et ton père, mais je suis sûr que c'est au petit-déj. Écoute, je sais pas, j'étais pas là. Et là, c'est le grand Elton, évidemment. Ouais, ça, c'était une fête blanche également à Saint-Tropez. Words I have to say may not be simple, but they're true. If there's no other way, it really, really up to you. Love is the opening door. Love is what we came here for. No one could offer you more. Cet été 1984, c'est la star Elton John qui séjourne chez Eddie Barclay. C'était à la Maison du Cap à Saint-Tropez, je devais avoir environ 15 ans. Et les grands avaient fait la fête la veille, donc ils s'étaient couchés tous très tard. Et en entrant dans le salon, j'entends du bruit. Et je vais éteindre la sono en me disant « Merde, peut-être qu'elle s'est mise en marche toute seule ». Et non, la sono était éteinte. Et sur un des pianos blancs, il y avait Elton John tout seul, qui jouait comme ça. Et il m'a dit « Song for Guy » et il a chanté « Song for Guy » juste pour moi. Parmi les nombreux artistes Barclay, il en est un qui était très ami avec Eddie, mais sans fréquenter pour autant les fêtes en blanc. Ce n'était pas vraiment le style de Jean Ferrat. Le chanteur s'était créé une autre bande de copains dans une région dont il était tombé amoureux. J'ai rencontré un pays nouveau que j'ai aimé, que j'aime, et je crois que j'irai très souvent parce que je me sens bien là-bas. Les gens là-bas, on a l'impression qu'ils savent vivre, qu'ils ont le sens de ce qu'est leur vie. C'est en 1964 que Jean Ferrat découvre Entraigue-sur-Volane, un village de paysans d'Ardèche au cœur des Cévennes. Il va ici nouer des liens d'amitié très forts avec la population. Des hommes et des femmes éloignés du monde du spectacle, auquel lui-même veut échapper. Nous sommes partis à la rencontre de ses amis proches. Pour la première fois,
Ils ont accepté de nous confier leurs archives, conservées précieusement à l'abri des regards depuis des années. On connaissait le chanteur engagé, sympathisant communiste. Grâce à ces documents rares et à ces témoignages, vous allez découvrir un homme plus secret, le copain de pétanque, de fête, le camarade impliqué dans la défense de ce territoire. C'est l'histoire d'un homme qui a choisi la tranquillité pour entamer une nouvelle vie que nous allons vous raconter. Jean Ferrat n'a pas échappé à l'un des passages obligés pour s'intégrer à la vie d'Entraigues, la partie de pétanque. Moi, Jean Ferrat, c'est mon copain de repas, c'est mon copain des boules. Jean et moi, on s'est beaucoup amusés, on a beaucoup ri. La différence d'âge n'existait pas entre celui que François Perrin appelait Ferrassou et qui en retour le surnommait Françounet. Ces parties ont été filmées à différentes époques. Ces images révélées ce soir nous dévoilent un Jean Ferrat inattendu qui avait intégré les règles bien précises du rituel quotidien de la pétanque. Les boules, ça se joue à une certaine heure. À 5h30, 6h, quand la fraîche commence à venir. Et donc, Ferrat, il arrivait avec ses boules, comme ça. Il disait, bon, chers amis, avec qui voulez-vous lutter? Et là, se montait la partie. C'était un joueur appliqué. Il détestait perdre. Ça en était rigolo, des fois. Il rouspétait. Et il contestait beaucoup les points. Hein. Il croisait ses bras, comme ça, il écartait ses jambes, et il regardait en bas, et il faisait, ah, tu sais, Françounet, on va le mesurer, hein, parce que, pour moi, il est à moi. C'était ça. Qu'est-ce que vous faites pendant vos vacances? Est-ce que vous travaillez à des chansons, par exemple? Non, absolument pas, là, j'ai pas eu le temps. En juillet à août, il y a trop de gens qui viennent dans la région, il y a trop de fêtes un peu partout, des concours de boules, etc., pour que je puisse, et puis des gens qui viennent chez moi, des amis, ma famille, etc., pour que je puisse travailler. Alors, en général, je travaillais à partir du 15 septembre, quand il n'y a plus personne et qu'on peut s'enfermer chez soi, tranquille. Les parties de pétanque, elles, se jouaient avec les gens du village. Avec Fernand le forgeron, Jeannot Coulon, le garde municipal, ou encore Félicien, qui inspirera à Jean Ferrat la chanson Sacré Félicien. Félicien le faisait beaucoup rire. C'était un humour incroyable. Et Ferrat adorait ça. Sachez qu'en mon pays, avec tous mes amis de veille et de bamboche, il faut se lever tôt pour avoir le droit au titre de roi des cloches. Boire et jouer pour deux, aimer à qui mieux traiter Dieu, le fantoche. En réfléchissant bien, je n'en vois guère qu'un pour qui c'est dans la poche. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins, sacré Félicien. Ah, il ne me l'avait pas demandé, même sa femme a dit qu'il faisait une chanson sur quelqu'un d'ici, mais elle n'avait jamais dit sur qui c'était. Il faut se lever pour avoir le droit. Nous avons passé des heures et des heures à jouer sur cette place et on a gagné souvent, on a perdu tout aussi souvent. En réfléchissant bien, je n'en vois guère aucun. Ce qu'il craignait, comme tout un chacun, c'était la famille, parce que là, il y avait tout un cérémonial qui était organisé. On devait se mettre à genoux, embrasser les fesses de Dame Fanny, et ça, évidemment, c'était tout un événement. C'est un état d'esprit, c'est une atmosphère. Et pourtant, lorsque Jean Ferrat a débarqué dans le village, les habitants étaient pour le moins sceptiques. Au début, évidemment, il y avait quand même une certaine réserve, puisqu'on ne le connaissait pas bien, on ne savait pas s'il allait être prétentieux ou que sais-je encore. Si tu arrives avec ta Ferrari, ta Rolex et ton bling-bling, ici, tu dégages, tu ne restes pas en train. Tu ne peux pas vivre ici. Mais rapidement, on a compris que c'était quelqu'un qui était d'une simplicité incroyable, et surtout quelqu'un qui aimait les gens.
J'ai toujours senti beaucoup de chaleur et d'amitié de la part des gens de ce pays. Et puis, ça vient de loin, ça vient du début certainement, de l'époque où je suis allé à Entraigues, où j'ai écrit et chanté La Montagne. Et je vous rappellerai comme ça, parce que ça m'a frappé à ce moment-là, la réflexion de paysans qui entendaient cette chanson à la radio et qui disaient à d'autres, tiens, on a entendu notre chanson. Voilà. Pour eux, c'était leur chanson, c'était pas la mienne. Rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? La montagne, ce titre phare de son répertoire, est directement lié à la découverte d'Entraigues. C'est ici, lors de son premier séjour, que Jean Ferrat a trouvé l'inspiration pour écrire cet hymne à la ruralité. Il m'a dit qu'il avait composé très rapidement, presque sur le coin d'une table. Que c'était en quelque sorte un cri du cœur. C'était extrêmement touchant. Et je crois que c'est ce qui a permis qu'il ait été adopté si facilement dans le village et puis peut-être dans l'Ardèche entière. C'est au café-restaurant L'Eau Podello que Jean Ferrat a ses habitudes et qu'il retrouve ses nouveaux amis du village. Comme en témoignent ces images dévoilées pour la première fois, il est de toutes les fêtes. Des soirées organisées par l'âme des lieux, Hélène Bessade. Cette femme, aux mêmes idées politiques que lui, deviendra son amie proche. Hélène Bessade, c'était une bringueuse, c'était la matriarche. C'était un phénomène, cette femme, elle était géniale. C'était des belles époques, des belles fêtes très populaires, très simples, et tout le monde participait. Connus, inconnus, jeunes, vieux, tout le monde se mélangeait. C'est un village de Gaulois, où on aime se taper sur le ventre, dire des bêtises, etc. Et ça, je crois que ça a plu aussi beaucoup à Jeannot, à Jean Ferrat. Tous les mardis gras, c'était soirée déguisée au Podello. Et Jean Ferrat n'y échappait pas. Tout le monde arrivait, on ne savait pas qui était qui derrière le masque et tout. Il y avait Ferrat qui est déguisé en hussard. C'était des ambiances extraordinaires. Et on voit que Jean ne faisait pas les choses à moitié. Alors, et là, en l'occurrence, le communiste qui se déguise en curé à auréole. Parmi les piliers fidèles de la bande de Ferrat, il y a une autre forte personnalité. Jean Saussac a été le maire communiste d'Entraigues. C'est grâce à lui que le chanteur est tombé amoureux du village et y a acheté sa maison. On fait des rencontres dans l'existence, vous savez, qui quelquefois changent le cours de votre vie. Souvent, c'est l'amour, bien sûr, mais c'est aussi l'amitié. Et c'est ce qui s'est passé avec Jean. Il est certain que c'est un personnage de ma vie qui a changé son cours. Certainement qu'elle aurait suivi tout à fait une autre voie si il ne nous avait pas amenés ici. J'aurais pas été en contact avec ce pays, j'aurais pas écrit les choses que j'ai écrites, en particulier évidemment La Montagne. J'aurais pas été le même. Grâce à son ami Jean Ferrat,
le maire voit son village de 500 habitants devenir une curiosité. Il se disait, Ferrat, c'est ma tour Eiffel à Entraigues. C'est-à-dire, c'est ce qui attire les touristes. Moi, je m'occupe du reste. C'était ça. Saussac a fait venir d'autres personnes. Lino Ventura est venu. Ça les sortait de leur showbiz parisien où ils étaient quelqu'un. Ici, ils arrivaient, Lino Ventura déboulait. Ah, c'est toi Ventura. Bon, d'accord. Toujours la pétanque, oui. Et c'était fini. Et c'était devenu Lino. Plus récemment, les humoristes Shirley et Dino ont succombé au charme d'Entraigues. Et eux aussi ont sympathisé avec Jean Ferrat, comme le montrent ces images inconnues. Ça a donné à Entraigues une identité très particulière et un ADN très particulier dans lequel, à la fois, les paysans, finalement, se mélangeaient avec des artistes et des artistes de renom. Et ça crée des porosités entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et ça a donné une identité très particulière à ce village. Pour Jean Ferrat, c'est aussi le calme trouvé à Entraigues, entre deux tournées, qui va le pousser à prendre une décision radicale. Arrêter la scène. 9 ans après la découverte de sa montagne, le chanteur s'y installe définitivement. Il vit à 3 km du village, dans l'ancien moulin qu'il a fait restaurer et auquel nous avons eu accès. Il était discret et Ferrat. Il voulait aller s'occuper de son jardin, de ses roses, pêcher le matin dans sa rivière. La star n'existait pas ici. Elle n'existait pas en tout cas pour les gens du village. Il n'a jamais rien étalé, Ferrat. Quand on a fait le terrain de foot, il a payé l'agrandissement. Il n'a jamais dit qu'il faisait ça, qu'il faisait ci. Personne ne savait rien. Sa plus grande qualité, c'était sa discrétion et sa tendresse avec ses amis, quoi. Là, c'est chez nous, sur la terrasse. On avait pour coutume de s'inviter. C'était des grands moments de bonheur et de convivialité. C'est pas les soirées à la Barclay, hein, c'était dans la plus grande simplicité. J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier chanter mon châtaignier. Bien à l'abri dans ma soupente, moi j'entends chanter la charpente, ce n'est pas du bois vermoulu. J'entends les poutres qui se plaignent de ne plus donner de châtaignes en supportant mon toit pointu. J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier chanter mon châtaignier. De manière exceptionnelle, l'antistar Jean Ferrat accepte d'ouvrir les portes de sa maison à Bernard Pivot en 1985 pour une émission spéciale. L'occasion pour les deux hommes de faire un point botanique et culture dans son jardin. Des melons, mais c'est incroyable. Eh oui, c'est la première année que j'en mets. Ils sont déjà bien avancés, mais je me demande si je pourrais en goûter un, s'ils arrivent. Bah non, mais ils sont gros là. Ouais, les gens du pays m'ont dit, les melons, tu peux toujours essayer, mais c'est pas sûr qu'ils mûrissent. On aurait dit des ballons de foot verts. Mais qui étaient verts? Ah non, on se rappelle du jardin et tout, parce qu'on s'est assez foutu de sa gueule de Ferrat. Ici, à Entraigues, personne n'a jamais fait pousser un melon. Je veux dire, on n'est pas à Cavaillon, quand même. Vous voulez un petit canon? Mais qu'est-ce que c'est que ce vin, là? Oh, c'est du vin du coin, là, une coopérative, un petit 10 degrés 5, qui est léger. Bon, bah alors, on va goûter ça. Oui. C'est pas un grand vin, hein? Pas du Chambol-Musigny, mais bon, pour boire... Il chatouille ou il gratouille? Les deux, quoi. Oui, et le saucisson, c'est le vôtre? Saucisson, oui, de mon cochon, oui. Ah, vous avez, en plus, vous avez un cochon? Eh oui, on a un cochon, on a un cochon, je l'élève pas, quand même. Ouais. C'est quand même pas vous qui le tuez non plus. Ah non, c'est des copains. Copains qui le tuent, qui le charcutent, et puis, voilà, on partage, et je bénéficie de ces magnifiques saucissons. Après le tournage, l'équipe de télévision et quelques amis proches de Ferrat auront droit à un repas très différent. Ça, moi, le menu, je m'en souviens. Écrevisses et truites de rivière. Et après, Jean avait fait des escalopes de foie gras poêlé. Il y avait du chatouille, quand même.
Pivot, c'était un épicurien. Hein. Avec Ferrat, ils adoraient la bonne bouffe. Goûte-moi ça. Série de veau, comment tu les trouves? Et les morilles, et machin. Vraiment, il adorait ça, quoi. Et moi qui danse comme une saucisse. Bernard Pivot n'était pas le seul à profiter du sens de l'hospitalité de Jean Ferrat. Alors moi, j'allais à Noël le voir, et je sais qu'il aimait les huîtres. Donc je commandais des huîtres. Il adorait ça. Il se trouve bien là, il est heureux, et il se découvre un paradis, un silence qui lui correspond, une lumière qui lui correspond, un endroit idéal où il va écrire dans de très bonnes conditions. J'adorais dans son petit bureau, tout petit bureau, où il y avait tout. Il y avait ses crayons, il y avait ses brouillons, ses cahiers, presque des cahiers d'écolier, où il écrivait ses chansons. Quand je le voyais, moi, il me demandait de lui raconter. Parle-moi d'Aznavour. Est-ce que tu vois Charles? Alors, donne-moi des nouvelles du front. Qui vend des disques? Qui vend pas des disques? Quels sont les talents nouveaux? Il en écoutait certains, d'autres il les connaissait pas, il en découvrait. C'était le grand absent. Moi, il se faisait rare, c'est vrai. Il y avait une vraie attente. C'était un événement. Moi, d'ailleurs, même quand il me donnait le feu vert, je ne le croyais pas. Je connais des moments où je dis ça va pas se faire. Vous êtes nombreux ce soir. Plus nombreux que d'habitude, on aurait pu en accueillir 5000. Ces apparitions sont rares, tous les 10 ans. Il n'a pas chanté devant un vrai public, écoutez bien, depuis 1973. Vous imaginez son émotion lorsqu'il va arriver. Mesdames et messieurs, je suis très fier, je le répète, d'accueillir en exclusivité M. Jean Ferrat. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garant, déclarant la paix sur terre unilatéralement. Nous ouvrons maintenant une nouvelle archive secrète. En 1998, il parraine la première édition des Fous chantants d'Alès. Pendant une semaine, 700 choristes répètent ses chansons en vue du grand concert de clôture. Jean Ferrat, assis discrètement au dernier rang, assiste à l'une des répétitions. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'avoue que ça me fait plaisir de vous voir et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui vous dire bonjour. Mais il paraît que déjà vous savez mes chansons. Je me suis dit en arrivant dans Alès, tiens, ça me dit quelque chose. Le soir du concert, c'est une foule enthousiaste qui l'accueille. Jean Ferrat, l'homme discret, qui se fait si rare, s'adresse ce soir-là exceptionnellement aux 4000 personnes présentes dans l'arène. Je n'ai qu'une chose à vous dire, je suis sans voix. Mais littéralement, non mais sérieusement, je suis tout à fait bouleversé. Vous ne pouvez pas savoir ce que... Vraiment, je suis très touché. Parce que ça ne m'est jamais arrivé d'avoir autant d'accompagnateurs. Jamais.
peut-être ça n'arrivera plus jamais. Alors c'était un moment, ça a été un moment pour moi très rare, évidemment, très très précieux. Et je voudrais dire à tous les amis qui sont ici, sur scène, à tous les choristes qui ont travaillé, je vous dis, tant et tant, pour apprendre ces chansons, je voudrais leur dire que dans ma tête et dans mon cœur, cette soirée restera comme un grand soleil dans la nuit cévenole. Bravo, bravo à tous. Merci, merci de votre présence. Ces archives que nous avons réveillées nous ont montré ces personnalités comme nous ne les avions peut-être jamais vues. Des images intimes, émouvantes, drôles, des liens surprenants qui nous ont permis de découvrir comment l'amitié les a nourris tout au long de leur vie et leur a aussi donné la force de créer. Nous allons bien sûr repartir à la recherche de ces séquences rares, de ces rushs inconnus, de ces extraits sonores inédits, afin de révéler la magie de ce lien qui nous relie à tous ces artistes.